Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit et bonjour notamment à Noah qui ne regardera probablement pas cette vidéo mais je te salue quand même Noah. Donc aujourd'hui on va tester une toute nouvelle IA qu'on n'a pas encore testée sur la chaîne. Il s'agit de Grok. Grok qui est l'IA qui est associée à X et X c'est l'ancien nom de, enfin c'est le nouveau nom pardon de Twitter. Donc c'est l'IA, voilà, c'est une IA bon, qui peut certainement faire débat parce que c'est l'IA qui est possédée par Elon Musk qui fait aussi de la politique, mais nous on va pas faire du tout de politique, hein, on va juger l'IA comme on le fait avec toutes les autres IA, donc nous on considère ça comme un outil et la question qu'on va se poser aujourd'hui c'est que vaut ce nouvel outil Grok en termes de use case d'agilité. Donc on va faire nos use cases habituels, je vous rappelle ici toutes les IA que nous avons déjà testées. Donc Grok ça sera la dernière qu'on va tester parce que je pense que c'est la dernière grande IA à moins qu'il en apparaisse d'autres, c'est la dernière que je connaisse en tout cas. Donc on a déjà testé avec ces use cases, on a déjà testé ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, DeepSeek. Ici c'est le symbole de Oyama. Et avec Oyama, qui est une IA qui permet de tester, enfin c'est un outil qui permet de tester des LLM en local, on a testé Yama 3.2, donc qui est un petit modèle, et on a testé Mistral, l'IA Made in France. Donc ça fait déjà 7 et on va tester la 8e IA de la chaîne aujourd'hui, en l'occurrence Grok. Et quand je parle d'IA, hein, je précise pour les experts de l'agilité, donc c'est un terme pour les experts de l'IA, pardon. Donc IA c'est un abus de langage, hein, effectivement, parce que l'IA c'est un domaine de recherche, un domaine scientifique qui est très vaste, hein, et qui a de nombreuses années et décennies en informatique. Alors je parle d'IA parce que tout le monde n'est pas expert en IA sur la chaîne, on devrait peut-être mieux parler de LLM, mais le terme de LLM c'est aussi réducteur parce que en plus des LLM, c'est des outils et même des produits qui sont construits autour des LLM. Donc ChatGPT, ça serait réducteur de l'appeler simplement une IA, ça serait aussi réducteur de l'appeler un LLM, Large Language Model, parce qu'il y a plusieurs versions de LLM inclus dans ChatGPT. Donc c'est un produit qui est composé de tout un tas de composants. Donc le plus important bien sûr étant le LLM ou les LLM qui sont dedans. Mais bon, en tout cas, pour simplifier, nous on va parler d'IA, hein, pour que les néophytes de l'intelligence artificielle nous comprennent, sachant que le but de la chaîne, c'est de parler d'agilité et l'IA étant très important, hein, qui est un outil nouveau et très important, et bien dans ces vidéos sur l'agilité et l'IA, on essaye de savoir si ces nouveaux outils peuvent nous rendre service dans notre travail autour de l'agilité. Donc, oui, je reprends ce petit tableau qui représente tous les tests que nous avons déjà fait. Donc en colonne, vous avez toutes les IA que j'ai citées précédemment. Aujourd'hui, on va tester XAI sur les use cases, réponses aux questions autour de l'agilité. On a testé des tas d'autres use cases, dessiner des templates de rétro, générer une release note, présenter des slides, fabriquer des slides. Vous avez une petite légende ici avec la petite coche verte, c'est quand l'IA produit un résultat qui est exploitable pour ce use case, donc qui peut nous rendre service dans notre métier de Scrum Master, de coach agile, de RTE. Quand il y a cette petite flèche qui monte vers le haut, ça veut dire que l'IA nous produit quelque chose qui peut nous aider mais qui n'est pas directement exploitable. Par exemple, ça peut donner des idées, ça peut nous rendre partiellement service. Quand c'est la croix rouge comme ça veut dire que le résultat n'est pas du tout exploitable. Et donc, mais qu'il y a quand même un résultat mais qui n'est pas exploitable. Alors là, il n'y a plus de croix rouge pour le moment. L'ensemble vide, ça veut dire que la fonctionnalité, l'IA n'a pas cette fonctionnalité. Donc là, c'est un peu comme une croix rouge, c'est pas exploitable du tout, vu que l'IA ne produit rien. Par exemple, c'est le cas pour les IA qui ne peuvent pas générer d'images, comme Gemini, en tout cas avec la version gratuite. Gemini ne pouvait pas générer d'images au moment où on a fait le test, donc c'est ensemble vide. Mais aujourd'hui, on commence toujours par les use cases les plus simples, c'est répondre aux questions. On fera peut-être un petit essai de dessin de template de rétrospective. Ceci dit, en parlant de template de rétrospective, je tourne cette vidéo juste après la vidéo sur les templates de rétro qu'on a fait. Donc normalement, la vidéo devrait être disponible, vous pouvez aller la voir.
Et sur ce template là, j'avais enlevé des points à ChatGPT parce que je pensais que l'image n'était pas générée entièrement. Ça s'était arrêté un peu au milieu, mais il suffisait de refresh la page ici avec le bouton refresh. Donc je vais rajouter les points que j'ai enlevés. J'avais enlevé 0,2. En réalité, ce que produit ChatGPT 4o avec la dernière mise à jour de génération d'images, c'est vraiment très bien. Donc on va mettre 4 et il suffisait de rafraîchir la page pour obtenir un résultat qui est vraiment proche de la perfection. Je pourrais même mettre 5, mais comme on avait fait plusieurs tests, je pourrais mettre 5 à ce dessin, mais comme on a fait plusieurs tests, je fais une moyenne. Donc ce sera 4. Bref, retournons à ce qui nous intéresse aujourd'hui. Il s'agit de Grok. Donc avant de parler de Grok, pourquoi je fais toujours les mêmes tests de use case? C'est assez simple, c'est pour pouvoir comparer les IA entre elles avec les mêmes use cases pour chaque IA, avec les mêmes prompts d'ailleurs, que je copie-colle à chaque fois. Sinon ça serait pas juste, ça serait pas équitable si on changeait les prompts entre chaque test, ou du moins il faudrait le signaler. Donc pour pouvoir comparer les IA, je réutilise toujours les mêmes use cases. Je vous informe que la vidéo est chapitrée, donc si vous ne voulez pas voir l'explication de tous les use cases, vous pouvez aller directement à la fin dans la partie conclusion afin de voir le résultat, hein, tout simplement, vous gagnez du temps. Si vous voulez quand même voir les explications mais que vous trouvez ça trop long, vous pouvez aussi voir la vidéo en vitesse x1,5. J'ai testé, normalement ça fonctionne. Je rappelle alors je ne sais pas pourquoi j'ai fait échappe, je rappelle le système de notation, donc c'est très important, je le rappelle à chaque fois parce que c'est important aussi pour être rigoureux d'avoir le même type de notation à chaque fois, même s'il y a toujours une part de subjectivité. Donc pour chacun des use cases, je vais donner, donc il y a une question, c'est une question qu'on pose à l'IA, je vais moi donner la réponse que j'estime être une bonne réponse. Je vais essayer d'être vite dans cette vidéo, vous pouvez regarder les vidéos précédentes qui traitent des mêmes use cases si vous voulez plus de détails. Donc je vais essayer de donner une réponse rapide. On notera l'IA entre 0 et 5. 5, c'est l'IA donne une réponse aussi bien ou mieux que moi. 4, une réponse presque aussi bien. Voilà, bon, c'est subjectif. Qu'est-ce que ça veut dire presque aussi bien? J'essaierai d'expliquer à chaque fois pourquoi je mets 4 et pas 5. 3, réponse correcte, mais peut mieux faire. On réservera le 3, notamment aux réponses qui sont incomplètes. Donc, des réponses données par l'IA qui n'ont rien de faux, mais pour lesquelles il manque des éléments importants. 2, réponses comportant des erreurs. Donc dès qu'il y a une erreur, dès qu'il y a quelque chose que j'estime comme étant une erreur, on ne peut pas avoir la moyenne. 1, réponse fausse. Donc une réponse fausse, c'est une réponse qui est composée principalement d'erreurs. Donc là, on ne peut pas l'utiliser du tout. Ni même 2 d'ailleurs, parce que si on pose la question à l'IA, c'est qu'on ne sait pas... c'est qu'on ne connaît pas la réponse à l'avance, donc on ne va pas savoir détecter les erreurs dans la réponse. Hein. Donc normalement, si une IA a 1 ou 2 à une question, ça veut dire qu'elle n'est pas fiable pour cette question, donc on ne peut pas lui faire confiance. Et 0, réponse qui n'a aucun sens ou pas de réponse. Donc on va commencer avec le premier use case assez rapidement. Donc ces use cases, si vous suivez la chaîne, vous les connaissez déjà très bien. Ici, vous avez le tableau avec tous les tests précédents. Donc, vous voyez qu'on en a fait quand même pas mal. Et Grok est la dernière qu'on va rajouter. Donc, je copie-colle la question. Alors, vous voyez... Ici, on est sur x.com. Donc, il faut savoir que j'ai créé un compte X pour la chaîne quand j'ai lancé la chaîne, parce que je voulais faire des tweets pour faire la pub de mes vidéos, tout simplement, pour annoncer. Bon, je ne tweete pas par ailleurs, je n'ai pas l'habitude de tweeter ou je ne sais pas comment on dit avec X. En tout cas, du coup, je pense que j'ai créé un seul tweet et c'est tout. Donc, je n'en ai pas créé d'autres. Donc, je ne sais pas exactement où cliquer, vous pouvez vous abonner, mais je ne ferai pas de tweet en principe, sauf peut-être un jour quand je trouverai le temps et l'envie de le faire. Donc pour accéder, en tout cas depuis la home page à cette IA, vous pouvez cliquer ici sur Grok. Donc là on a une interface qui est très proche des autres interfaces. J'avais déjà testé il y a plusieurs mois Grok, mais vraiment sur des tests extrêmement simples. Vous pouvez les voir ici. J'avais demandé une rétro speedboat, donc ça me faisait des bateaux. C'est tout. Donc je ne sais pas...
Voilà, je ne sais pas vraiment utiliser cette IA et j'ai fait très peu de tests, donc on va découvrir tout ça ensemble pour la première fois. Donc j'espère que ça va marcher, j'espère que je n'aurai pas à couper et à faire du montage, car je ne suis pas très fort en montage. Donc je vous lis la question et je clique sur envoyer, ou je clique directement sur envoyer. Je suis un nouveau Scrum Master d'une équipe et je souhaite introduire une animation tournante dans le daily meeting. Chaque jour, un nouveau membre de l'équipe agile doit animer le daily meeting. Certains membres de l'équipe ne souhaitent pas animer le daily et m'ont fait part de leur refus. Que faire? Alors à cette question, la réponse c'est un peu toujours la même. Vous pouvez aller consulter les autres vidéos. Il ne faut pas forcer les membres de l'équipe à animer le daily. Animer un daily tournant, donc ça peut être une bonne idée si on veut dynamiser l'équipe, si on veut responsabiliser les gens. Bon, moi personnellement, je ne le fais pas spécialement, mais pourquoi pas. Mais voilà, donc la réponse importante, c'est qu'il ne faut pas forcer les gens. Et après, si on veut les amener quand même à le faire, il va falloir les accompagner, leur donner des explications, leur dire que c'est pas si grave s'ils font pas bien. Et en dernier recours, si une personne ne veut toujours pas le faire, on ne la force pas. Donc ça, c'est ma réponse. Alors, on a quand même pas mal de textes. Non, ça va, ça va. En tant que nouveau Scrum Master, introduire une animation tournante pour le daily meeting est une excellente idée pour encourager l'engagement et la responsabilisation au sein de l'équipe. Cependant, il est assez courant que certains membres ressentent de l'appréhension ou de l'inconfort face à cette responsabilité, surtout s'ils ne sont pas habitués à prendre la parole ou à animer. Voici quelques pistes pour gérer cette situation de manière constructive et respectueuse. Donc, introduction tout à fait classique. Comprendre leurs réticences, donc ça, effectivement, comprendre les réticences, se poser la question d'où viennent les problèmes, c'est toujours la base quasiment à toutes les questions qu'on peut poser, donc c'est un bon début. Prenez le temps d'écouter individuellement les membres qui refusent. Est-ce une question de timidité, de manque de confiance en leurs compétences, de peur de faire mal ou simplement de préférence personnelle? Identifier la cause vous permettra d'adapter votre approche. Très bien. Expliquer les bénéfices. Donc je vais peut-être pas lire tout le texte, mais ça c'est des conseils assez classiques qu'on a déjà vus avec les autres IA. Donc renforcer la collaboration, éviter que la charge repose toujours sur les mêmes. Ok, excellent. Rendre l'exercice accessible, proposer un cadre simple et clair pour animer le daily. Donc là, on a les trois questions habituelles. Qu'ai-je fait hier? Que vais-je faire aujourd'hui? Y a-t-il des obstacles? Excellent. Commencer en douceur. Plutôt que d'imposer la rotation immédiate, commencer par co-animer avec ceux qui sont réticents. Très bien. Respecter leur autonomie. Scrum repose sur l'auto-organisation. Si certains refusent catégoriquement, ne forcez pas. Bon, c'est ce que j'ai dit. Proposez que l'animation soit volontaire dans un premier temps en encourageant ceux qui sont à l'aise à montrer l'exemple. Souvent, voir leurs collègues réussir peut motiver les plus hésitants à essayer. Mais c'est excellent cette réponse. Discuter en rétrospective, aborder ce sujet lors de la prochaine rétrospective, demander à l'équipe ce qu'elle a pensé de l'idée. Ce qu'elle pense de l'idée. Mais c'est super. En résumé, soyez patient et flexible. Votre rôle est de faciliter, d'accompagner, pas d'imposer en créant un environnement sécurisant. Bon, on va pas lire la suite, mais c'est véritablement excellent. Je pense que j'aurais pas dit mieux. Donc, pour cette première question, on met 5 à Grok. Bravo, Grok. Ensuite, deuxième question. On demande à Grok de nous aider à concevoir une rétrospective sur le thème d'Halloween. Donc là, on ne demande pas de dessiner un template de rétrospective parce qu'on a d'autres vidéos et d'autres use cases exprès pour dessiner les templates de rétrospective. Là, on le demande simplement à l'IA de nous donner des idées pour animer une rétrospective autour du sujet Halloween. Alors, zut, je n'ai pas remis là l'exemple de template, mais c'est assez simple. Donc moi, ma réponse, si on veut faire un template sur Halloween, on peut faire quelque chose de très simple, par exemple 3 colonnes. Une colonne avec un fantôme qui représente les imprévus, donc le fantôme c'est ce qui nous a fait peur, ça représente les imprévus qu'on a rencontrés dans le sprint. Ensuite, on peut faire par exemple un zombie qui représente les problèmes récurrents qu'on a dans l'équipe, dans le sprint. Donc ça, c'est aussi un autre point négatif. Puis on peut représenter un bonbon, parce qu'à Halloween, on donne des bonbons aux enfants normalement. Donc on peut représenter un bonbon qui représente les choses positives qui se sont produites dans le sprint. Donc ça, c'est un exemple hyper simple. Je cite toujours le même exemple dans toutes les vidéos, mais on peut faire énormément de variations. On peut faire seulement 2 colonnes si on veut faire juste du positif-négatif sur le thème d'Halloween. On peut faire
faire 4 colonnes, 5 colonnes, donc on peut ne pas faire des colonnes, on peut développer un thème bien plus sophistiqué. Donc là, je ne vais pas donner d'exemple plus sophistiqué parce que on n'a pas le temps, ça prendrait trop de temps. Et bien sûr, ce qui est important dans chaque rétrospective, c'est qu'il faut faire un suivi des actions de rétro prises en rétrospective passée et prendre, et si nécessaire, si on a identifié des problèmes et qu'on a identifié des actions, prendre des actions de rétrospective concrètes pour résoudre les problèmes qu'on a rencontrés. Donc, la question c'est: je suis Scrum Master dans une équipe et je souhaite animer une rétrospective sur le thème d'Halloween. Je veux une rétrospective simple, oui, parce que sinon ça va être trop long à lire. Peux-tu me proposer un format simple de rétrospective ainsi que les étapes d'animation? Donc, question qu'on a posée à toutes les autres IA. Est-ce que Grok va s'en sortir? Donc, on voit que c'est écrit Grok 3 bêta. Donc 3, ça veut dire qu'il y a déjà eu une version 1 et 2, donc c'est pas la première version. Et bêta, bah, c'est peut-être une toute nouvelle version qui est sortie, donc probablement plus puissante. Donc voilà, aujourd'hui on tourne ce test, on est le 1er avril, ce n'est pas une blague. Voici une proposition de rétrospective simple sur le thème de Halloween, conçue pour être ludique, engageante et facile à animer. Ce format s'inspire de la méthode classique Start, Stop, Continue. Donc voilà, 3 éléments. Mais avec une touche thématique adaptée à Halloween. L'objectif est de rester léger tout en permettant à l'équipe de réfléchir à son fonctionnement. Excellent. La maison hantée de l'équipe, durée 45 minutes à 1 heure. Matériel, un tableau physique ou virtuel, ok, post-it, optionnel, des images ou des emojis d'Halloween. Très bien, ça nous guide. Colonne, fantôme du passé, stop. Qu'est-ce qui nous hante et nous ralentit et qu'on devrait arrêter? Citrouille à allumer, start. Quelles nouvelles idées ou pratiques pourrait-on essayer pour éclairer notre chemin? Potion magique continue. Qu'est-ce qui fonctionne bien et qu'on peut garder comme ingrédient essentiel? Ben voilà, donc ça c'est un peu la même idée que ce que j'avais dit. Moi j'avais parlé de 3 colonnes, là ça nous donne 3 colonnes en s'inspirant de la rétro Start, Stop, Continue. Et on a demandé une rétro simple, donc ça me va très bien. Et on est sur le thème Halloween. Introduction, accueillez l'équipe avec une ambiance Halloween, bienvenue dans notre maison hantée, aujourd'hui on va chasser les fantômes. Expliquez brièvement les 3 colonnes, posez une question légère pour briser la glace, par exemple si vous étiez un monstre d'Halloween, vous seriez quoi? Ok, excellent, ça donne des bonnes idées d'icebreaker. Réflexion individuelle, demandez à chaque membre de réfléchir seul ou d'écrire sur des post-it physiques ou virtuels, 1 ou 2 idées par colonne, encouragez-les à être concrets, excellent. Partage et regroupement, donc ça c'est quelque chose qu'on fait quasiment à chaque rétro. Invitez chaque personne à placer ses post-it dans les colonnes et à expliquer brièvement. Si les idées se ressemblent, regroupez-les ensemble avec l'accord de l'équipe. Gardez l'énergie, ajoutez un commentaire thématique comme ce fantôme la semble bien effrayant, voyons comment l'exorciser. Oui, donc ça c'est très classique, c'est un peu comme ça que j'anime mes rétros en fait, hein. Donc c'est le classico, hein, le basique. Discussion et priorisation. Concentrez-vous sur les points clés. Quels fantômes sont les plus gênants? Comment les arrêter? Toujours prioriser, effectivement, se focaliser sur les problèmes les plus gênants. Quelle citrouille est la plus prometteuse? Quelle potion est indispensable à préserver? Voter si nécessaire, s'il y a trop de sujets. 3 points chacun à répartir sur les idées pour prioriser 1 ou 2 actions. Ça, c'est extrêmement classique aussi. Clôture, résumer les décisions. On chasse ce fantôme, on allume cette citrouille, on garde cette potion. Donc ça, c'est l'idée des actions. Remercier l'équipe, noter les actions à suivre et assigner des responsables si besoin. Voilà, noter les actions à suivre, ça, c'est très important. Conseil, adapter le ton à l'équipe, si elle aime s'amuser, exagérer le thème, sinon rester sobre. Et bien ça c'est très important parce que les équipes, il y a certaines équipes qui aiment les rétros ludiques, qui aiment bien s'amuser, et d'autres équipes qui veulent un template de rétro simple et qui veulent juste discuter du projet en lui-même et qui sont là pour travailler, qui sont focus sur leur truc et qui sont pas forcément contre la rétro mais qui ne veulent pas être trop distraits par des templates trop ludiques. Donc ça dépend vraiment des équipes, donc ça c'est un excellent conseil. Si vous êtes en virtuel, utilisez des fonds d'écran Halloween ou des emojis pour renforcer l'ambiance. Gardez la simplicité, ne surchargez pas avec trop d'idées ou de règles. Je suis parfaitement d'accord. Personnellement, j'adore les rétros simples parce que faut pas se distraire des problèmes de l'équipe, de l'amélioration continue qu'on va avoir dans l'équipe. Bien sûr, faut pas être non plus trop intransigeant. Parfois, c'est bien aussi de s'amuser et là encore, il faut s'adapter aux souhaits de l'équipe. Donc pour moi, cette réponse, elle est parfaite.
vu que c'est à peu près ce que j'avais dit, je suis d'accord avec tout, donc c'est 5. On va quand même demander à Grok, alors ça sera pas dans la note, hein, on va directement mettre 5, mais on va lui demander s'il il peut nous dessiner un petit template de rétro pour voir les capacités de dessin. Est-ce que tu peux dessiner une image qui servira de template pour utilisation dans Klaxoon? Ne mets pas de post-it sur l'image, dessine un template vierge. Donc on a vu que Grok était capable de dessiner. On a vu en tout début de vidéo que j'avais déjà demandé à dessiner des images de speedboat, mais c'était pas exploitable du tout, c'était juste des images de bateau. Là on va voir, donc en plus c'était il y a un moment, donc on va voir si l'IA est capable de dessiner. Ça a l'air d'être assez rapide. On a une espèce de petit quadrillage. Bon, ça a l'air d'être assez rapide, mais c'est tout blanc, donc est-ce que ça va être révélé au dernier moment? Non. Donc là, Grok a bien respecté l'instruction dessine un template vierge. Donc là, il n'y a rien. Alors, il n'y a rien du tout. Dessine les colonnes et un dessin pour chaque... un dessin illustratif pour chaque colonne de cette rétrospective. Bon, ça compte pas dans la note, hein. On fera un test dédié pour les templates de rétrospective avec Grok, mais là on en profite parce que bon, ça prend beaucoup de temps de tester toutes les IA, donc je pense pas qu'on va le faire très souvent. Donc là ça nous fait des dessins, mais bon, c'est pas du tout exploitable, c'est pas bon, bon, c'est bien essayé, merci Grok, mais là, je ne comprends pas tellement ce que je vois, mais bon, soit. Donc on lui en tient pas rigueur parce que là, c'est que la partie textuelle, hein, je le répète. Test suivant, la démo, les équipes qui veulent annuler la démo. Paf. Je suis Scrum Master d'une équipe agile. Alors, on va écrire, voilà, on va d'abord lancer le texte. Je suis Scrum Master d'une équipe agile. Pour le sprint en cours, nous avons une démo planifiée avec les stakeholders. Stakeholders, ça veut dire partie prenante en français. Product Manager et Business Owner. Mon équipe ne veut pas faire de démo pour ce sprint car ils disent qu'ils n'ont pas fini les travaux et n'auront rien de bien à démontrer. Un grand classique. Que dois-je faire? Que dois-je dire à mon équipe? Est-ce qu'il faut annuler la démo? Alors annuler la démo pour moi c'est pas une bonne chose parce que, alors c'est jamais une bonne chose d'annuler n'importe quel meeting agile, mais particulièrement la démo parce que la démo elle est faite pour des gens extérieurs à l'équipe, pour les parties prenantes. Ça peut être des utilisateurs, ça peut être des stakeholders, des parties prenantes, product manager, business owner, ça peut être d'autres équipes qui sont intéressées par ce qu'on fait parce qu'ils doivent intégrer une partie du logiciel qu'on fait dans ce qu'ils font eux. Donc c'est à éviter. Je dis souvent mieux vaut une mauvaise démo que pas de démo du tout. Donc il faut bien sûr, comme à chaque fois, essayer de comprendre pourquoi on veut l'annuler, voir si on peut pas faire un service minimum, éventuellement si on peut pas rien démontrer en termes de logiciel, au moins organiser une petite réunion, faire quelques slides, expliquer les difficultés qu'on a rencontrées. Ça c'est le principe de la transparence en agilité, toujours expliquer pourquoi. Et après bien sûr, bon, en dernier recours on peut quand même l'annuler, notamment par exemple si il y a des grosses contraintes d'agenda ou si les gens sont malades parce que ils ont la grippe par exemple, voilà, donc ça peut arriver, mais en principe il faut essayer d'éviter d'annuler la démo et essayer de faire un petit quelque chose quand même. Donc ça c'est ma réponse. En tant que Scrum Master, gérer une situation où l'équipe ne souhaite pas faire une démo peut être délicat, mais c'est aussi une opportunité pour renforcer la transparence, la collaboration et l'amélioration continue, qui sont au cœur de l'agilité. Effectivement. Voici une approche structurée pour aborder ce problème avec des conseils sur ce que vous pouvez faire. Dire à votre équipe et comment décider si la démo doit être annulée. Excellent. Introduction, bon, l'introduction c'est le plus facile, bien sûr, le plus consensuel. Comprendre les raisons de leur réticence, donc ça, on peut écrire ça à chaque question à peu près.
Qu'est-ce qui n'est pas terminé? Excellente question. Est-ce un problème de qualité, de quantité ou de compréhension des attentes? Alors ça, c'est vraiment assez précis, hein. J'ai pas l'impression que dans les autres IA nous ont donné des critères aussi précis, et j'apprécie. Y a-t-il des obstacles spécifiques qui ont empêché l'équipe d'avancer? Ont-ils l'impression que ce qu'ils ont fait n'a pas de valeur à montrer? Est-ce une question de peur du jugement ou d'inconfort face aux stakeholders? Excellent, très bonne petite liste pour essayer de comprendre les raisons. Action, organiser une discussion rapide avec l'équipe. Voilà, discussion rapide, j'aime bien. Pour explorer ces points, soyez empathique et montrez que vous êtes là pour soutenir, pas pour juger. On a des exemples de phrases. Bon, on va en lire une, on ne les lira pas toutes. Je comprends que vous ne vous sentiez pas prêt pour la démo. Pouvez-vous m'en dire plus sur ce qui vous inquiète ou sur ce qui a été difficile? Ah, petite faute de français, sur ce qui a été difficile dans ce sprint. Mon objectif est de vous aider à avancer. Excellente phrase. C'est DeepSeek qui nous donnait aussi des phrases d'exemple et je trouve que c'est une bonne chose parce que si on pose une question à l'IA sur un use case d'agilité comme on le fait maintenant, si on est en situation réelle, bah, c'est qu'on a besoin d'un petit peu d'aide, on a besoin de conseils. On n'a pas forcément un coach agile à disposition à qui on pourrait demander des conseils. Donc ça, c'est des questions classiques de Scrum Master. D'ailleurs, le jeu de questions, je l'appelle classique Scrum Master. Donc avoir ce genre de phrase, ça peut vraiment aider en situation réelle. Donc partie suivante, rappeler l'objectif de la démo. L'équipe peut percevoir la démo comme une évaluation ou une obligation alors qu'en réalité c'est une opportunité de collaborer, de feedback. Rappelez-leur les principes agiles. La démo n'est pas là pour montrer un produit parfait mais pour partager l'avancement même partiel. Les stakeholders sont là pour collaborer, pas pour juger. Leur feedback peut aider à ajuster les priorités ou à résoudre des problèmes. Excellent. Même un travail inachevé peut avoir de la valeur à montrer. Tout à fait. On ne va pas lire ces phrases, ce que vous pouvez dire, on ne va pas la lire. Identifier ce qui peut être montré, même si l'équipe n'a pas terminé toutes les user stories prévues, il y a probablement quelque chose à partager. Aidez-les à identifier les éléments à présenter. Voilà, c'est ce que j'ai dit, des mots partiels plutôt que pas de démo du tout. Une fonctionnalité partielle, ah ben voilà, on a le mot partiel, exemple interface utilisateur sans backend fonctionnel, un prototype ou une maquette, une explication des défis rencontrés, ça je l'ai dit aussi, des apprentissages ou des décisions prises pendant le sprint. Très bien. Action, travailler avec l'équipe pour préparer une démo light. Bien sûr, si l'équipe veut annuler la démo, on peut l'accompagner pour faciliter la préparation de la démo. Démo light, je l'avais dit aussi. Par exemple, vous pouvez structurer la présentation ainsi. 2 minutes pour expliquer ce qui a été fait, 2 minutes pour parler des obstacles, 2 minutes pour poser des questions aux stakeholders. Alors 2 minutes, c'est vraiment pas beaucoup. Bon, après tout, pourquoi pas. Bon, on lui en tient par rigueur, ça c'est une erreur vraiment minime. Et puis, bon, il y a des contextes où les rétros peuvent être très courtes. Ce que vous pouvez dire, même si tout n'est pas terminé, je suis sûr qu'on peut trouver quelque chose à partager. Par exemple, on pourrait montrer cette maquette ou expliquer les défis qu'on a rencontrés, ce qu'on a appris, qu'en pensez-vous? On peut préparer ça ensemble pour que ce soit simple et rapide. Ok. Décider si la démo doit être annulée. Ok, donc là on garde l'option annulation est toujours sur la table. Maintenant qu'on a vu ce qu'on peut faire, on décide. Annuler une démo est une décision qui doit être prise avec prudence. Voici quelques éléments considérés. Argument pour maintenir la démo. La transparence est une valeur clé de Scrum. Même un sprint raté est une opportunité d'apprentissage. Annuler peut créer un précédent. Ok, argument pour annuler. Si vraiment rien n'a été produit, ce qui est rare, une démo pourrait être perçue comme une perte de temps. Oui, c'est vrai. Si l'équipe est dans un état de stress ou de démotivation extrême, forcer une démo pourrait aggraver la situation. Effectivement. Moi, j'ai parlé d'une équipe malade qui a la grippe, mais voilà, le stress aussi. Il ne faut pas forcer non plus les gens, hein. Au bout d'un moment, il y a les principes de base et il y a la réalité. Il faut quand même toujours s'adapter à la réalité de l'équipe et l'équipe, elle est souveraine. Le Scrum Master n'est pas là pour forcer les gens, il est là pour accompagner l'équipe, mais à la fin, c'est l'équipe qui décide de ce qu'elle fait. Mon conseil, dans la plupart des cas, il est préférable de maintenir la démo, mais de l'adapter. Une démo courte et honnête, 10-15 minutes, est souvent plus bénéfique qu'une annulation, je suis d'accord. Cependant, si l'équipe est catégoriquement contre et que vous sentez que cela pourrait nuire à leur morale, vous pouvez envisager de reporter, mais à condition de transformer cela en une action d'amélioration, par exemple, analyser les causes lors de la rétrospective. Ok, bon... Alors, disons qu'il y a beaucoup de textes. Communiquer avec les stakeholders. Ah, mais très bien. Si vous maintenez la démo, prévenez les stakeholders qu'elle sera plus légère que d'habitude. Oui.
Très bien, soyez transparent sur la situation et mettez l'accent sur la collaboration. Exemple de message, bon, on va pas le lire. Si vous annulez, expliquez brièvement pourquoi et proposez une alternative. Exemple, un point informel ou une démo au prochain sprint. Très bien. Tirez les leçons pour l'avenir. Qu'est-ce qui nous a empêché de terminer les travaux? Très bonne question. Comment pouvons-vous nous mieux gérer les obstacles à venir? Avons-nous bien estimé la charge de travail? Comment pouvons-nous nous sentir plus à l'aise pour montrer un travail en cours? Ok, un petit résumé, c'est pas du luxe parce qu'il y a tellement de textes, mais à chaque fois c'est des très bonnes choses hein, que Grok nous a écrit là. Ce que vous devez faire, écouter l'équipe et identifier ce qui peut être montré, ce que vous devez dire, rassurer l'équipe en leur rappelant que la démo est une collaboration, pas un jugement, et proposer de les accompagner dans la préparation. Faut-il annuler? Probablement pas. Une démo courte et transparente est généralement préférable à une annulation, sauf si l'équipe est dans une situation de blocage total ou de stress extrême. Bah, très bien, ça me va. En adoptant une approche empathique et en valorisant la transparence, vous renforcez la confiance au sein de l'équipe avec les stakeholders tout en posant les bases pour de prochains sprints plus fluides. Pour un prochain sprint plus fluide. Bon bah, ça me plaît bien. Honnêtement, je pense que c'est la meilleure réponse de toutes les IA à cette question. C'est très précis, très bien argumenté. Donc là, je mets 5. Bien sûr, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Bon, on voit que la plupart des IA ont très bien répondu à cette question. Hein. Même Oyama avec le modèle Yama 3.2, hein, qui est un modèle petit, entre guillemets, donc plus faible, qui avait pas eu une très bonne moyenne, il avait quand même bien répondu. Donc voilà, ça doit pas être une question très difficile. Maintenant, on passe à la question suivante. C'est peut-être pas une question très difficile, mais en tout cas, Grok nous a donné vraiment beaucoup d'éléments de réponse que j'ai vraiment apprécié cette réponse. Question suivante. Je suis Scrum Master d'une équipe, mais beaucoup de team members ne veulent pas faire de rétrospective. Ils pensent que la rétro ne sert à rien et ils préfèrent travailler au développement des US. Que me conseilles-tu? Alors là, c'est un peu différent de la démo. La question est très similaire, mais là, l'équipe veut annuler la rétrospective. C'est moins embêtant d'annuler une rétrospective que une démo parce que la rétrospective c'est en interne pour l'équipe elle-même. Donc si les gens ne voient pas l'intérêt de la rétrospective, c'est assez dur de les forcer à le faire, surtout si c'est que pour eux. Donc s'ils n'en comprennent pas l'intérêt, la première des choses ça serait d'expliquer l'intérêt de la rétrospective, de les convaincre. Donc je vous donne une petite image, rétrospective, roue carrée, que j'aime bien. Bon, je l'ai déjà montré dans plusieurs vidéos. Voilà, c'est ça par exemple. Bon, c'est en anglais, hey guys. Donc quelqu'un qui propose d'avoir une roue ronde et sorry we are too busy. Donc voilà, pas le temps de faire une rétrospective, mais voilà. Donc on a cette image là qui est un petit peu mieux. Donc un coup de main, non merci, pas le temps, nous sommes trop occupés. Donc ça, c'est un peu l'idée qui justifie la rétrospective. En fait, la rétrospective, c'est un moment pour s'améliorer, pour se poser, pour discuter. Moi, j'appelle ça aussi un débriefing, comme un débriefing d'une équipe de foot après un match. Donc pour comprendre ce qui s'est passé, essayer de s'améliorer. Donc c'est très important, hein, c'est essentiel même dans l'agilité. On utilise le processus itératif, c'est-à-dire les sprints qui se succèdent les uns à la suite des autres pour faire de l'amélioration continue. Ceci dit, si l'équipe est réticente ou veut annuler une rétro, en annuler une de temps en temps, c'est moins grave que d'annuler la démo parce que de toute façon, il y aura d'autres rétros à venir. Alors, il ne faut pas toutes les annuler, mais voilà. Ou si l'équipe a une surcharge de travail ou des imprévus et veut utiliser le temps de la rétro pour faire autre chose, personnellement, j'y serais pas complètement fermé. Mais bien sûr, ça ne doit pas être trop fréquent. Après, vraiment, ça doit rester exceptionnel. Après, si l'équipe est réticente par rapport au concept même de rétrospective, il faut expliquer l'intérêt de la rétro et essayer de convaincre l'équipe, diminuer le temps de la rétro, par exemple, passer d'1 heure à 30 minutes, en faire que 1 sur 2. Ça peut, dans le cadre d'une négociation, ça peut être possible. Lisons la réponse de Grok.
En tant que Scrum Master, il est fréquent de rencontrer des réticences à la rétrospective. C'est vrai, surtout si l'équipe ne perçoit pas sa valeur ou si les rétros précédentes n'ont pas été efficaces. C'est vrai. Voici une approche structurée pour gérer cette situation. Regagner l'adhésion de l'équipe et leur montrer que la rétrospective peut être un outil puissant pour améliorer leur travail, tout en respectant leur envie de se concentrer sur le développement des user stories. Comprendre leurs réticences. Donc là, c'est un peu toujours la même chose. Comprendre les causes. Bon, je ne vais pas tout lire. Ils ne se sentent pas en sécurité pour s'exprimer. Ok, c'est un bon exemple de cause. Ils sont sous pression pour livrer des US. Ça, c'est très fréquent. Action, organiser une discussion informelle. Très bien, en one-to-one ou un moment convivial, par exemple autour de la machine à café. Bon, ça, c'est moi qui le dis. C'est juste moment convivial. Creuser leurs ressentis, poser des questions ouvertes. Qu'est-ce qui vous fait penser que la rétro ne sert à rien? Excellent. Ce que vous pouvez dire, j'entends que vous ne trouvez pas la rétro utile et que vous préférez vous concentrer sur les US. Je veux vraiment comprendre pourquoi vous ressentez ça. Est-ce qu'on peut en parler? Mon objectif, c'est de faire en sorte que la rétro vous aide à travailler mieux, pas de vous ralentir. Oui, excellente phrase. Rappeler l'objectif de la rétrospective, donc ça je l'ai dit, identifier et résoudre les obstacles qui les ralentissent dans leur développement, améliorer leur processus pour qu'ils puissent livrer les US plus efficacement, renforcer la collaboration et la communication au sein de l'équipe. On ne va pas lire toutes les phrases parce que ça prendrait trop de temps. Vous pouvez mettre pause dans la vidéo si jamais vous voulez les lire ou vous pouvez poser les questions vous-même à Grok. Adapter le format pour le rendre plus efficace. Ok, donc adapter le format, raccourcir la durée, oui, je l'ai proposé. Focaliser sur les priorités, varier le format, ça je ne l'ai pas dit mais c'est une bonne idée. Mettre l'accent sur l'action, aussi, excellente idée. Montrer la valeur par l'exemple, pour convaincre l'équipe, montrez-leur que la rétrospective peut avoir un impact direct sur leur travail si vous avez les exemples concrets d'amélioration issus de rétro passés. Tout à fait, normalement, donc dans une rétro, on doit prendre des actions et dans chaque rétro, on doit faire un suivi des actions des rétros précédentes, chose qui est trop souvent négligée, je pense, par les Scrum Masters, et je m'inclus dans le lot parce que personne n'est parfait et souvent on ne se focalise pas assez sur les actions de rétro, mais voilà, c'est le but de la rétro, d'améliorer les choses et de le voir concrètement. Si l'équipe se plaint de réunions inutiles qui les empêchent de coder, utilisez la rétro pour analyser ce problème et décider d'une action. Exemple, réduire le nombre de réunions ou les rendre plus efficaces. Oui, très bon exemple. Rendre la participation optionnelle au début. Si l'équipe est vraiment réticente, ne forcez pas la participation. Proposez que la rétro soit facultative pour un sprint, mais invitez-les à venir observer ou à participer uniquement s'ils le souhaitent. Pourquoi pas, je l'ai dit un peu, on peut faire une rétro sur 2, là c'est rétro optionnel, pourquoi pas. Bien sûr, dans le cadre d'une, entre guillemets, négociation ou d'une démarche pédagogique avec l'équipe, ça peut être du donnant-donnant, mais c'est un peu délicat, c'est à double tranchant parce qu'il ne faut pas que ça aboutisse à supprimer carrément la rétrospective. Bon, après, ça peut arriver qu'on la supprime carrément, mais après, là, on joue un peu trop avec la méthode agile et... donc voilà, moi en général, je suis coulant en ce sens que j'accepte qu'on supprime des rétrospectives de temps en temps, mais je ne veux pas qu'on supprime des événements agiles de manière permanente. Donc, bon, et où est la limite entre les deux? Ça dépend de chaque Scrum Master, de chaque équipe. Donc, il n'y a pas de réponse simple. Mais là, c'est assez nuancé ce que nous propose Grok. Revoir votre rôle en tant que facilitateur, créer un environnement sécurisant, assurez-vous que l'équipe se sente à l'aise pour s'exprimer sans crainte, effectivement. Éviter les discussions stériles, garder la rétro focalisée sur des points concrets, éviter de laisser les discussions s'éterniser sans conclusion. Bon, ça fait 2 heures que je tourne des vidéos, donc je commence à avoir du mal à lire, mais on va essayer d'y arriver. Suivre les actions, voilà, suivre les actions, très important. Si les actions sont décidées, assurez-vous qu'elles sont suivies et évaluées au sprint suivant. Proposer une alternative temporaire, un stand-up de rétro de 15 minutes, pourquoi pas, excellente idée. Un canal Slack ou un sondage rapide, oui. Alors, canal Slack, je ne sais pas, parce qu'il y a toujours des canaux de discussion de toute façon, mais un sondage rapide, c'est une bonne idée pour recueillir des retours de manière asynchrone. Cela peut être une étape, oui, puis même un canal Slack dédié rétro, pourquoi pas. Cela peut être une étape transitoire. Excellente idée. Franchement, Grok, il est fort, je trouve. Hein.
En résumé, ce que je vous conseille, écoutez les préoccupations, adaptez le format pour rendre plus court. Ce que vous pouvez dire, soyez empathique, ok, organisez une rétro rapide, efficace, suivez les actions, décidez en adoptant. Ok, bon. Est-ce qu'on peut supprimer une rétro de temps en temps? Fait une réponse courte, STP. Bon, là, pour moi, la réponse, elle est très bien, mais quand même, voilà, on enfonce le clou pour être sûr. Oui, on peut supprimer une rétro de temps en temps, mais seulement si l'équipe est d'accord et que ça ne devient pas une habitude. Cela peut être justifié en cas de forte pression ou si aucune amélioration n'est nécessaire. Assurez-vous que, quand même, de recueillir un feedback rapide pour ne pas perdre l'élan d'amélioration continue. Bon, ben, c'est vraiment très bien. Donc, pour l'instant, c'est un sans faute. Et là, on voit que Perplexity, DeepSeek, c'était pas terrible. Claude aussi. Alors, je me souviens plus de pourquoi. Ah oui, si, je me souviens. Ceux qui ont eu 2, c'est ceux qui ont commis des erreurs. Et l'erreur que faisaient ces IA, Claude, Perplexity et DeepSeek, c'était de dire qu'il faut faire appel à la hiérarchie pour dire aux gens d'aller en rétro. Donc, et même parfois, je sais plus quelle IA disait qu'il fallait demander au PO de dire aux gens de venir en rétro. Bon, ça, c'est pas une démarche agile. Donc, bon, c'était pas bon. Allez voir les autres vidéos pour plus de détails. Et donc là, Grok a très bien répondu. Donc, on continue. Il nous reste 2 questions. Et ça fait 40 minutes qu'on tourne, donc nous sommes dans les temps. C'est à peu près 1 heure pour tester les 6 use cases sur une IA. Alors c'est un peu long, mais on teste vraiment, hein, on teste vraiment toujours avec les mêmes use cases. Je suis Scrum Master d'une équipe au sein d'Intrasafe. Nous avions planifié un certain nombre d'user stories pour l'itération, mais nous n'en avons réalisé que la moitié à la fin de l'itération. Donc on a fait que la moitié, ok. Nous avons une grosse pression pour livrer à temps. Nous pouvons être en retard sur un sprint, mais on nous demande de ne pas être en retard à la fin du PI. Ok. Que me conseilles-tu pour la prochaine itération ? Est-ce possible de rattraper le retard, sachant que toutes les itérations suivantes sont déjà remplies avec ce qu'on a planifié au PI planning? Donc les retards dans un sprint, ça peut arriver. Alors ça peut ne pas arriver dans certaines équipes qui sont rodées, mais ça peut être quand même assez fréquent. Donc la première question à se poser, c'est à quoi est dû ce retard? Est-ce qu'il est dû à un problème conjoncturel, donc c'est-à-dire un problème qui ne se produit qu'une fois, un aléa, quelque chose qui n'est pas de chance. Par exemple, tous les team members sont malades parce qu'ils ont la grippe. Exemple que je cite souvent, qui est un peu bateau, mais qui en réalité est réel. Quand c'est l'hiver, les gens sont malades, ça arrive et ça peut arriver qu'on ait peut-être jusqu'à la moitié de l'équipe qui est absente ou qui est malade. Alors que ce n'était pas prévu. Autre exemple, on a rencontré un problème technique qu'on n'avait pas du tout anticipé, un problème technique pointu qui nous a beaucoup ralenti, mais on a trouvé à le résoudre et puis voilà, il y a peu de chances qu'on retrouve d'autres problèmes similaires dans les prochains sprints. Donc ça, c'est des problèmes conjoncturels qui peuvent expliquer un retard important. Si on est dans ce cas de figure et qu'on est au début du PI, on va avoir plusieurs sprints ou itérations. Sprint et itération, c'est 2 mots différents pour dire la même chose. On va avoir plusieurs sprints dans la suite du PI pour rattraper le retard, pour amortir le retard. On ne peut pas rattraper la moitié d'un sprint en un seul sprint. Mettons si on devait faire 100 points dans un sprint et qu'on n'en a fait que 50, on ne va pas en faire 150 au sprint suivant. C'est pas possible. Sinon, c'est qu'il y a des problèmes au niveau de l'estimation. Mais peut-être que dans le sprint suivant, si on n'a plus ces aléas qui nous ralentissent, peut-être qu'au lieu d'en faire 100, on va en faire 110. Donc comme ça, petit à petit, on va pouvoir rattraper le retard qu'on a pris dans un sprint. Et en plus, normalement, dans chaque sprint, on a des petites marges de sécurité. Donc on peut les consommer, les utiliser voilà, pour rattraper le retard. Donc ça, c'est pour les problèmes conjoncturels. Si c'est un problème structurel, c'est-à-dire un problème qui est susceptible de se reproduire à chaque fois. Alors qu'est-ce que ça peut être un problème structurel? Ça peut être une mauvaise estimation, des mauvaises estimations. Donc on a sous-estimé la charge de travail. Et bien là, si c'est un problème lié aux estimations, on peut s'attendre à ce que ça soit la même chose pour tous les sprints. Donc on ne rattrapera jamais le retard dans cette situation. Dans ce cas-là, il faut replanifier, donc réestimer éventuellement, diminuer la charge de chaque sprint et replanifier les choses. Donc pour les sprints futurs, donc quitte à enlever des user stories ou des features des sprints et des PI.
parce qu'on ne peut pas faire l'impossible. Si malgré ça, malgré ce problème structurel, on a quand même absolument besoin de réaliser tout ce qui est prévu, il y a encore une solution, ça serait de faire appel à une aide extérieure, à d'autres team members, renforcer l'équipe, demander par exemple si c'est des problèmes techniques récurrents, un système architecte de nous aider, demander à des team members qui connaissent un peu les sujets de l'équipe, qui sont dans d'autres équipes de nous aider. Voilà, il y a toujours des solutions de ce genre, mais on ne peut pas rattraper le retard avec la même équipe si c'est un problème structurel. Donc voilà, c'est une réponse un peu compliquée. Il n'y a aucune IA qui a donné des réponses avec autant de détails, mais on avait quand même d'assez bonnes réponses, hein. Effectivement, donc il y a des bonnes notes. Donc on va voir ce que Grok nous dit. En tant que Scrum Master dans un contexte safe, gérer un retard dans une itération tout en respectant les objectifs du programme incrément. Alors maintenant on dit planning interval dans la version 6 de Safe, mais bon, c'est pas grave, tout le monde dit programme incrément de toute façon. Peut-être un défi, surtout avec une pression de livraison des itérations déjà planifiées. Voici une approche structurée pour aborder cette situation avec les conseils pour la prochaine itération et une analyse de la possibilité de rattraper le retard. Très bien, très bonne introduction en standard. On ne tient pas compte de la petite erreur de programme incrément parce que le terme programme incrément est encore majoritairement utilisé par les gens qui font du safe. Analyser les causes du retard. Avant de planifier la prochaine itération, il est crucial de comprendre pourquoi vous avez réalisé que la moitié des user stories. Effectivement, c'est ce que j'ai dit, analyser les causes. Surestimation de capacité, obstacle imprévu, interruption, problème d'équipe. Bon, je ne vais pas tout lire, mais on imagine très bien, vous pouvez le voir sur vos écrans. Identifiez une ou deux causes principales et mettez en place des actions correctives pour la prochaine itération. Par exemple, si les US étaient mal définis, travaillez avec le product owner pour améliorer leur clarté. Oui, très bien. Revoir la planification de la prochaine itération. Puisque les itérations suivantes sont déjà remplies selon le PI planning, il faut trouver un équilibre entre rattraper le retard et respecter les enjeux initiaux. Voici quelques conseils pour la prochaine itération. Réévaluer la capacité réelle de l'équipe. Basez-vous sur la vélocité réelle de l'itération précédente. Par exemple, si vous avez livré 20 points au lieu de 40, utilisez 20 comme référence pour la prochaine itération. Voilà, c'est très bien dit, c'est très clair. On ne peut pas rattraper un retard comme ça. Si on n'a fait que 20 points et si c'est pour une raison de mauvaise estimation, 20 devient la nouvelle référence. Cela évite de surcharger l'équipe à nouveau. Très bien. Prioriser les US non terminés. Travailler avec le product owner pour intégrer les US non terminés dans la prochaine itération, mais uniquement celles qui sont critiques pour les objectifs du PI. Les US moins prioritaires peuvent être repoussés. Voilà, et puis repousser, ça peut vouloir dire repousser après le PI, dans le PI suivant. Prévoir une marge, réserver du temps pour gérer les imprévus ou la dette technique, par exemple 20% de la capacité pour les tâches non planifiées. Oui, il faut toujours prévoir des marges. Ceci dit, si on est déjà en retard, c'est peut-être qu'on n'avait pas assez de marge ou pas du tout de marge. Améliorer la collaboration, ok, bon, ça je vais pas lire. Est-il possible de rattraper le retard? Voilà, très bien. On veut des réponses à nos questions. Et Grok ne botte pas en touche, apparemment, il compte bien répondre à nos questions. Oui, il est possible de rattraper le retard, mais cela dépend de plusieurs facteurs. Ok, oui, mais... Temps restant dans le PI, combien d'itérations reste-t-il si vous êtes au début du PI, par exemple itération 1 ou 5? Vous avez plus de flexibilité pour répartir le travail. Ah, si vous êtes, pardon, par exemple, itération 1 sur 5, vous avez plus de flexibilité pour répartir le travail. Si vous êtes à la fin, exemple itération 4 sur 5, cela sera plutôt compliqué. Voilà, Grok, c'est la seule IA à nous avoir donné, il me semble, cet aspect-là. C'est pas la même chose d'être en retard au début ou d'être en retard à la fin. Si on est en retard à la fin, on a beaucoup moins de marge de manœuvre, beaucoup moins de temps, alors que si on est en retard au début, on a encore le temps de changer les choses. Prioriser les US non terminés, donc ça, presque toutes les autres IA l'ont dit. Et donc, je ne vais pas détailler. Capacité de l'équipe, si l'équipe est déjà à pleine capacité pour les itérations suivantes, ajouter du travail risque de créer plus de pression et de retard. Et oui, c'est même plus qu'un risque, c'est sûr. Flexibilité sur le planning, Safe permet des ajustements en cours de PI, mais cela nécessite une coordination avec les autres équipes et les stakeholders. Effectivement, en réalité, dans la méthode Safe, à l'intérieur du PI, il y a des itérations et à chaque itération, il y a une itération planning. Et l'itération planning, son but, c'est justement de faire ces ajustements. Pourquoi on planifie tout au PI planning? Pourquoi replanifier au début de chaque itération? Eh bien, c'est pour tenir compte de tous ces aléas et changer les plans qui ont été décidés au PI planning.
Stratégie pour rattraper le retard, répartir les US non terminés sur les itérations restantes, travailler avec le product owner et les stakeholders pour évaluer les priorités, intégrer une partie des US non terminés dans chaque itération restante en réduisant légèrement les nouvelles US. Si vous avez 5 US non terminés, essayez d'en intégrer une ou deux par itération en ajustant la charge, oui. Utiliser l'itération d'innovation and planning, effectivement, donc c'est pas recommandé d'utiliser l'innovation and planning itération pour rattraper le retard, mais en cas de force majeure, on peut. Et donc en général, ce que font les équipes, trop souvent, c'est supprimer la partie innovation pour rattraper le retard qui a été pris pendant les itérations standards. Donc si vous voulez en savoir plus sur l'innovation and planning, il y a une vidéo sur la chaîne dans le cours Agilité à l'échelle qui traite de ce sujet. Donc c'est une des premières vidéos, donc vous pouvez aller la voir. Donc là on a l'explication, voilà, est souvent utilisé pour finaliser des travaux en retard, corriger des bugs ou préparer le prochain PI, vous pouvez planifier. Ok, attention, cela ne doit pas devenir une habitude. Bah, très bien. Négocier avec les stakeholders, si le retard risque de compromettre les objectifs du PI, discuter avec le product manager et les business owners pour ajuster les attentes. Voilà. Par exemple, certaines US moins critiques peuvent être déplacées au prochain PI. Excellent. Soyez transparent. Ok. Augmentez temporairement la capacité si possible. Si l'équipe est d'accord, vous pouvez envisager de travailler sur une ou deux US supplémentaires par itération, mais sans surcharger l'équipe. Une autre option est de demander du soutien. Exemple, pair programming avec une autre équipe du train ou une aide temporaire sur des tâches spécifiques. Je l'ai dit aussi, risque à éviter, ne surchargez pas l'équipe, ne sacrifiez pas les pratiques agiles, comme les rétrospectives ou les thèses. Coordonner avec le train safe, puisque vous êtes dans un contexte safe, le retard de votre équipe peut avoir un impact sur les autres équipes du train. Dépendance, objectifs partagés, voici comment gérer cela. Participer aux synchronisations, mettre à jour le programme board, impliquer le product management. Alors voilà, donc ça c'est excellent parce que moi je ne l'avais pas dit déjà et en plus les autres IA non plus, il ne me semble pas, quand on a posé la question aux autres IA, qu'ils ont parlé de ça. Donc c'est vraiment très très bien. Prévenir les retards à l'avenir pour éviter que cela se reproduise, mettez en place des actions à long terme, améliorer l'estimation, anticiper les dépendances, gérer la dette technique, renforcer la collaboration, donc tout ça c'est du classique. Conseil pour la prochaine itération, ajuster la planification en fonction de la vélocité réelle, prioriser les US critiques, y compris celles non terminées, et mettez en place des actions pour éviter les mêmes problèmes. Exemple, clarifier les US, anticiper les dépendances. Est-il possible de rattraper le retard ? Oui, en repartissant les US sur les itérations restantes, en utilisant l'itération IP si nécessaire et en ajustant les priorités avec les stakeholders. Cependant, cela demande une coordination avec le train et une gestion prudente. Bon, là, c'est un oui qui a l'air assez clair. Moi, je pense que c'est pas toujours possible de rattraper les retards si on est à la fin du sprint. Et notamment, il l'a évoqué, Grok. Prochaines étapes, analyser les causes du retard, planifier la prochaine itération de manière réaliste. Ok, bon, c'est vraiment une excellente réponse. Alors là, la seule IA qui avait eu 5, c'est Perplexity. Alors je sais plus pourquoi, faudrait voir la vidéo. Pour moi, c'est pas parfait parce que il manque l'aspect, c'est pas assez clair sur le fait que c'est pas possible parfois de rattraper le retard. Mais bon, la réponse est quand même vraiment excellente. J'ai envie de mettre presque 5. Parce que c'est l'IA qui nous a donné le plus de détails, alors à part peut-être Perplexity dont je ne me souviens pas, mais c'était vraiment très complet, donc voilà, c'est même presque sévère d'enlever 0,2, donc j'ai envie de mettre 4,8, voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez si jamais vous n'êtes pas d'accord. Dernière question, hop. Donc jusqu'à présent c'est un quasi sans faute de la part de Grok. Je suis Scrum Master d'une équipe, certaines US ne sont jamais réalisées à la fin du sprint et sont reportées de sprint en sprint, que faire? Alors, si certaines US ne sont jamais réalisées, ça peut être parce qu'on n'arrive pas à les réaliser, parce qu'il y a des compétences techniques qu'on n'a pas dans l'équipe et qui font qu'on n'arrive pas à les réaliser, donc on les reporte de sprint en sprint. Ça peut être parce que c'est des US pas importantes du tout et qu'on est déjà largement chargé dans le sprint et que comme c'est des US pas importantes, eh bien, bon, on les fait pas, on les reporte. Ou ça peut être pas forcément un problème technique ou un problème d'importance, mais simplement qu'il y a trop d'US dans le sprint à chaque fois et qu'il y a des US qui se trouvent repoussés éternellement de sprint en sprint parce qu'on prend toujours trop de story points.
Alors si c'est un problème technique qu'on n'arrive pas à résoudre, il faut se faire aider. Donc si c'est lié à de la technique par exemple, on peut faire appel au système architecte, on peut faire appel à des team members à l'extérieur de l'équipe, à des experts. Donc voilà, il faut faire un plan d'action. Si c'est une US pas importante, la question à se poser c'est est-ce qu'il faut la garder ou pas? Peut-être qu'on peut simplement l'enlever du sprint et même du PI si on est en safe, donc ce qu'on appelle descoper. Si on a trop d'US dans les sprints, eh bien, il faut replanifier les sprints suivants pour qu'ils soient conformes à la capacité de l'équipe. Donc ça voudra dire certainement descoper, reporter des user stories dans les sprints suivants, dans les PI suivants. Voilà ma réponse rapide. En tant que Scrum Master, le fait que certaines user stories soient constamment reportées de sprint en sprint est un symptôme d'un problème sous-jacent dans le processus ou la dynamique de l'équipe. Voici une approche structurée pour identifier les causes, résoudre le problème et éviter que cela se reproduise. Très bien. Introduction classique. Identifier les raisons du report. US mal défini, les critères d'acceptation sont-ils clairs? Alors ça, je ne l'ai pas dit, effectivement, ce n'est pas forcément un problème technique, ça peut être simplement une US pas claire. Dans ce cas-là, il faut demander au PO de la clarifier. Surestimation de la capacité, l'équipe prend trop d'US lors du sprint planning, ce qui les empêche de tout terminer, ça je l'ai dit. Obstacle ou dépendance, ah oui, la dépendance c'est aussi une cause de non-réalisation des US, je ne l'ai pas dit non plus. Y a-t-il des blocages techniques, dépendance externe, manque de ressources qui empêchent les US d'avancer? Priorisation inadéquate, l'équipe travaille-t-elle sur les US les plus prioritaires ou se disperse-t-elle sur des tâches moins importantes? Effectivement, moi j'ai parlé de problème de priorisation. Ça le formule d'une manière différente. Mais ok. Problème d'équipe, manque de collaboration, compétences manquantes. Alors voilà, compétences manquantes, c'est les problèmes techniques que j'avais évoqués. Surcharge de certains membres, dette technique, une dette technique accumulée ralentit-elle le développement. Bon, on a un bon petit catalogue de causes. Donc pourquoi cette US n'a-t-elle pas été terminée? Qu'est-ce qui nous a empêché d'avancer dessus? Est-ce qu'elle est bien définie ou y a-t-il des incertitudes? Donc très bon paragraphe de diagnostic. Améliorer la préparation des US, appliquer la definition of ready. Oui, ça peut aider à mieux rédiger des US. Découper les US, si une US est trop grosse, décomposez-la en US plus petites et indépendantes. Par exemple, au lieu de créer un module de paiement, diviser en créer une interface de paiement, etc. Oui, diviser pour régner, c'est toujours une bonne technique. Clarifier les dépendances, identifier et gérer les dépendances avant le sprint. Ok. Revoir la planification du sprint. Si l'équipe prend trop d'US, donc ça c'est un cas que j'avais évoqué, ou ne priorise pas correctement, cela peut entraîner des reports. Utiliser la vélocité réelle, baser la planification sur la vélocité moyenne des derniers sprints. Prioriser strictement, assurez-vous que l'équipe commence par les US les plus prioritaires, en collaboration avec le product owner. Si une US est constamment reportée, demandez-vous si elle est vraiment prioritaire. Effectivement, ça je l'avais dit. Prévoir une marge. Bon, c'est pas moi qui suis évalué en fait, et donc l'IA dit ce que j'allais dire, donc pour moi c'est un critère de qualité. Mais vous pouvez ne pas être d'accord. En fait, je donne des réponses comme référence, mais je ne suis pas forcément une référence. Il y a certainement des gens qui vont regarder cette vidéo et qui ne seront pas du tout d'accord avec moi, qui auront un autre avis, et c'est normal parce que les situations sont toutes différentes et les Scrum Masters aussi sont différents. Et à un même problème, il y a plein de solutions qu'on peut imaginer. Et voilà, c'est pour ça qu'on a encore besoin d'un être humain, certainement. Alors apparemment, Grok est très efficace pour répondre aux questions, mais c'est jamais tout blanc ou tout noir, c'est jamais formel, et beaucoup de choses dépendent de la situation, de l'humain aussi. Donc je continue. Priorisez strictement, assurez-vous que l'équipe commence par les US les plus prioritaires. Oui. Prévoir une marge, laisser une marge de manœuvre pour les imprévus. Toujours avoir une petite marge de manœuvre, 20%, ça me paraît très bien. Lors du prochain sprint planning, concentrez-vous sur un nombre réaliste d'US en commençant par celles qui ont été reportées. Effectivement, si elles sont prioritaires et qu'elles n'ont pas été faites, elles doivent être encore plus prioritaires dans le sprint suivant. Gérer les obstacles et les dépendances. Donc effectivement, je ne l'avais pas dit, je crois, aujourd'hui dans cette réponse, mais les dépendances, ça peut être une cause d'US non réalisée quand on est dans un contexte safe. Suivi quotidien, visibilité des blocages, escalader si nécessaire, très bien. Revoir la priorisation, reprioriser. Si l'US n'est pas critique, elle peut être repoussée à plus tard ou même supprimée s'il n'apporte pas de valeur.
c'est un des cas que j'avais évoqué. Remplacé par des US plus petites, divisé pour régner, toujours une bonne idée, je l'ai dit. Enfin, je ne l'avais pas dit dans ma réponse initiale, mais on l'a déjà vu. Traiter la dette technique, les problèmes d'équipe. Ok, on va aller plus vite. Instaurer une discipline de finition. Donc ça, c'est le definition of done, j'imagine. Encourager l'équipe à terminer les US avant d'en commencer de nouvelles. Oui, ça évite. Alors non, c'est pas la definition of done. Je retire ce que j'ai dit, mais c'est une très bonne pratique. Limiter le travail en cours. Excellent. Definition of done strict. Assurez-vous que l'équipe respecte la definition of done pour chaque US avant de la considérer comme terminée. Donc ça, bon, ça va pas forcément aider à terminer des US. La définition of done, ça peut être exigeant et, suivant comment elle est écrite, nous empêcher de réellement terminer des US. Mais après tout, ça fait pas de mal d'avoir une définition of done. La rigueur aide dans tous les cas. Focus sur la livraison. Suivre et ajuster. Après avoir mis en place ces changements, suivez l'évolution des US reportés dans les prochains sprints. Effectivement, suivi renforcé pour les US difficiles. Si le problème persiste, ajustez votre approche. En résumé, que faire? Donc là aussi, c'est pas du luxe à résumer parce qu'il y a beaucoup de contenu, mais c'est du contenu de très bonne qualité. Analyser les causes des reports, planifier de manière réaliste, gérer les obstacles, instaurer une discipline de finition. Je ne connaissais pas ce terme, discipline de finition. Limiter les work in progress, focus sur la livraison, excellent. Prochaines étapes, collaborer avec le product owner pour clarifier, prioriser les US, ajuster la planification prochain sprint en fonction de la vélocité réelle, adresser les obstacles. Ok, bah ça me paraît vraiment très bien. Rien à dire, donc 5. Et voilà, on arrive au bout. Donc, on va utiliser notre petit tableau. Alors, expertise use case. Est-ce que j'ai la case de Grok? Oui, je l'ai mis. Donc là, ça va être assez simple. C'est 5 partout, sauf un use case où il y a seulement 4,8 sur le retard. Mon équipe est en retard dans la réalisation des US. Donc là, c'est vraiment excellent. Je crois que c'est la meilleure IA, 4,97 sur les use cases. Donc bravo, bravo Grok. Effectivement, je ne m'y attendais pas parce que c'est une IA que j'avais jamais vraiment utilisée. Et puis voilà, dont on n'entend pas parler plus que ça finalement. Et bien sur les use cases classiques Scrum Master, c'est véritablement excellent. Donc là, ouais. Donc on a des use cases plus difficiles. Ici, c'est les use cases conflits. Bon, qui apparemment n'ont pas été si difficiles que ça parce qu'on voit dans le tableau que les autres IA ont eu des très bonnes notes. Donc je ne sais pas si on les fera avec Grok. Mais on a aussi des use cases questions pièges. Donc ça serait intéressant de faire les questions pièges avec Grok. Parce que là, toutes les IA, enfin non pas toutes justement, Gemini s'en sort bien, Perplexity aussi, mais beaucoup d'IA tombent dans les pièges. Donc ça serait intéressant de voir si Grok tombe lui aussi dans les pièges. Pour les templates de rétro, on a vu que ça n'avait pas l'air terrible. On fera quand même une vidéo dédiée. Et puis après, on a d'autres use cases. DevOps et IA, c'était pour écrire une release note à partir de Gitlog et générer des slides. Donc ça, c'est le use case le plus compliqué, je pense, qu'on a commencé à travailler. Il y a déjà 2 vidéos dessus et en fait, j'ai travaillé le sujet. Donc j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer sur la génération de slides, mais ça sera plus tard. Voilà, donc c'était très intéressant. Donc en conclusion, Grok sur les use cases classiques Scrum Master, eh bien c'est largement validé pour répondre aux questions, c'est très bien. Et on verra si Grok est aussi bon pour les prochains types de use cases. En attendant, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.